Mesdames et messieurs, bonsoir. Les habitants du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas assez d'eau dans les robinets. C'est un paradoxe que nous allons tenter de comprendre. Il est vrai qu'il faut une politique de gestion de l'eau, d'adduction d'eau potable qui implique un investissement conséquent pour transformer le potentiel en produit de consommation. Comment comprendre que l'eau ne soit pas distribuée de façon régulière et en quantité suffisante dans les foyers? Quelles ont été les opportunités manquées depuis l'accession à l'indépendance? Qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? Comment voir demain l'adduction d'eau en Guinée? Pour cette question et pour d'autres, nous recevons dans cette émission le directeur général de la Société des eaux de Guinée, M. Mamadou Guildé Diallo. Alors, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Comment expliquer que le pays du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest refuse de l'eau à ses citoyens? À l'état naturel, la ressource elle est totalement disponible et sur tous les points de ce pays. Mais très malheureusement, les investissements nécessaires pour sa transformation n'ont jamais suivi, à l'image des besoins que nécessitent les consommations au niveau de nos différents foyers. Le premier chantier d'adduction d'eau en Guinée a été posé par le colonisateur à l'indépendance. Quelle est la politique que nous avons mise en place? Est-ce que cette politique-là a suivi les premiers travaux effectués par le colonisateur? Est-ce que ces investissements ont tenu compte de l'afflux de la population vers Conakry, par exemple? Les investissements n'ont pas suivi le niveau de développement urbain au niveau de nos capitales, aussi bien dans les villes de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel le colonisateur a laissé nos installations, c'est dans cet état on les a exploitées et jusqu'au moment où je vous parle, nous gérons encore certaines installations qui datent de 1902. Très malheureusement, c'est des installations qui ne sont plus aptes et tout cela, ce n'est pas sans conséquence sur la desserte au niveau de la ville de Conakry. Depuis 1902 Depuis 1902, nous exploitons très malheureusement aujourd'hui encore des installations qui datent de 1902. Mais, en 1902, Conakry s'arrêtait à Tombo? Oui, Conakry s'arrêtait à Tombo, effectivement. Ces installations ont capté l'eau en dehors de Conakry pour acheminer cette eau-là sur la ville de Conakry. Et avec les petits investissements mineurs qui ont été faits, une partie de ces installations a été réhabilitée, mais une autre partie encore est exploitée sur les hauteurs de Conakry, entre Mania jusqu'au niveau de Lansanaya, sur une longueur environ de près de 20 km. Comment comprendre que la gestion de l'eau en Guinée depuis l'indépendance n'a pas pu suivre cette évolution? Comment comprendre qu'il n'y ait pas eu d'investissement conséquent, consistant dans ce secteur-là? En dépit des bonnes planifications qui ont été faites, parce qu'il est arrivé un moment où il y a eu une planification qui a été faite en tenant compte du taux d'accroissement de la population et de tous les nouveaux besoins. Et il suffisait simplement de mettre en application ce programme planifié pour dire que à telle échéance, voilà ce qui doit être fait. Ces investissements nécessaires ont manqué et très malheureusement, avec tous les nouveaux besoins croissants, la population est restée sans eau depuis un certain temps. Apparemment, ça n'a pas été une priorité du pouvoir pendant les premières années de l'indépendance, jusqu'à tout récemment, apparemment. À la première réforme du secteur institutionnel en 1989, Conakry vivait la même situation que celle que nous vivons aujourd'hui. Il a fallu qu'on bâtisse le deuxième projet eau, qui a vu les équipements de Conakry se renforcer. Une autre station de traitement a été construite, un autre captage a été fait, des branchements sociaux ont été réalisés. Quand ce projet-là était achevé en 2000, tout Conakry avait de l'eau. Tous les sites, tout le monde avait de l'eau. Mais en principe, il fallait, avant les 10 ans qui suivaient, bâtir un autre programme d'urgence par lequel on devait faire de nouveaux équipements pour subvenir aux nouveaux besoins, parce que le taux d'accroissement de la population étant là, les nouveaux besoins industriels étant là, c'était prévisible que Conakry allait manquer d'eau. Et ces investissements nécessaires n'ont pas suivi. C'est ce qui nous met dans cette situation. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas sur la difficulté, on les laisse nous rattraper et puis on trouve une solution. Exactement. À vue apparemment. Exactement. En dépit, je disais, de la bonne planification, parce que les meilleurs planificateurs avaient prévenu qu'il fallait qu'on investisse avant ces délais-là. Ces investissements n'ont pas suivi. Donc,
c'est des investissements de rattrapage qui ont été faits et qui nécessitent aujourd'hui d'autres investissements supplémentaires, plus massifs, plus importants pour nous sortir de cette crise d'eau à travers un projet qu'on a appelé le 4e projet eau, par lequel il n'y aura plus d'investissement de rattrapage jusqu'en l'an 2030. De manière chiffrée, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce qui a été fait depuis l'indépendance? Qu'est-ce qui a été fait par ces 3 dernières années? Ces 3 dernières années ont vu le renforcement du système d'adduction d'eau dans certains coins de Conakry à travers la réalisation de certains forages sur Kakulima, sur Kobaya, au niveau du stade du 28 septembre, au niveau du stade de Nongo plutôt, au niveau de Donka, et qui ont apporté des volumes vraiment importants. N'y étaient ces investissements. Aujourd'hui, la crise d'eau serait pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même des arrivées supplémentaires de débit d'eau dans les différents foyers, mais pas de nature à combler le manque d'investissement d'antan depuis les années 2000. C'est-à-dire la situation que nous vivons aujourd'hui dépend de ce que nous avons connu pendant les premières années de notre indépendance. Exactement. Mais après l'indépendance, en 1989... Je veux dire, quand je dis jusqu'en 2010, avant 2010. Oui. Jusqu'en 2010, il y a eu quand même des petits investissements jusqu'en 89, je disais. De 89 à l'an 2000, il y a eu le projet d'amélioration de la desserte en eau sur la ville de Conakry qui avait comblé tous les déficits. Tous les ménages de Conakry avaient de l'eau. Les réseaux existaient un peu partout. Les branchements sociaux ont été réalisés à travers l'appui de nos partenaires de développement tels que la BI et l'AFD. Mais ces investissements se sont avérés insuffisants par rapport au taux d'accroissement de la population rapporté sur le temps. Entre 2000 et aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous gérons la crise d'eau. Normalement, depuis 2000, de nouveaux investissements devaient être réalisés pour ne pas que nous soyons dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ces investissements ont manqué et voilà que non seulement il faut penser réhabiliter les équipements existants qu'on a toujours exploités, mais aussi il faut penser développer le secteur en couvrant tous les nouveaux besoins. Parce que les installations, non seulement ils se dégradent, mais aussi la ville, elle se développe. Elle se développe horizontalement. Quand vous voyez par exemple l'extension des villes vers la partie est, nord, est, sud-est de Conakry, quand vous voyez tous ces bâtiments à étages qui poussent, ça augmente la densité de la population au niveau des différents points. Mais cette densité entraîne de nouveaux besoins. Très malheureusement, ces besoins-là n'ont pas été comblés. Et parallèlement à tous ces nouveaux besoins, il y a les installations existantes qui sont là, qui se dégradent. Donc, il y a non seulement un besoin d'extension et de développement, mais aussi il y a un besoin de réhabilitation de l'existant pour que nous puissions les exploiter de la façon la plus judicieuse possible. Il y a eu des tentatives de partenariat avec des sociétés étrangères pour la gestion de l'eau et de l'électricité en Guinée. Je crois qu'il y a une tentative aussi de gestion du patrimoine séparé de la gestion directe de l'eau. Qu'est-ce que cette expérience a apporté à la SEG? Cette expérience a effectivement apporté un plus quand il y a eu effectivement ce partenariat, il y a eu l'affermage. La SEG a été exploitée dans les temps il y a eu un contrat d'affermage entre la SEG et la SOR. La SOR faire un certain nombre d'activités pendant 10 ans dans ce pays. Et toutes ces activités ont été couronnées vraiment de succès. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan gestion commerciale, sur le plan maintenance, sur le plan de la formation, nous tenons, c'est à cause des acquis qu'on a récoltés de ce partenariat qu'on a eu avec la SOR. C'est vrai, il faut le reconnaître, ceci est indéniable. Et tout récemment encore, on a effectivement on a voulu bâtir un tel partenariat suite à l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Ces anciens partenaires étaient venus ici, connaissant la situation du secteur, connaissant les hommes, connaissant toutes les ressources, pour nous appuyer afin de mieux s'en sortir. Et pendant 3 ans, on a vu la présence d'une assistance technique ici qui nous a vraiment beaucoup supporté au niveau de l'élaboration des différents programmes d'investissement. Et nous tenons toujours, mais cela doit se faire dans le cadre de la réforme globale du secteur institutionnel.
la réforme institutionnelle du secteur plutôt. C'est en cours, une étude a été financée dans ce sens par l'Agence française de développement, l'AFD, une table ronde est attendue et le gouvernement doit se prononcer sur le mode, sur le schéma, la forme de schéma institutionnel à appliquer en fonction des différentes variantes qui ont été proposées au gouvernement. Donc il retiendra un modèle et c'est ce modèle-là qui sera. Donc il n'est pas exclu que demain qu'on refasse cette expérience ou tout au moins qu'on reste privé ou bien que la société reste dans l'état dans lequel il est actuellement. D'où vient l'eau que consomme le Konakrika? L'eau que consomme le Konakrika vient de deux sources. Il y a d'abord la source d'eau souterraine à travers les différents forages distribués un peu partout sur la ville de Conakry, mais aussi il y a les eaux de surface qui nous viennent des grandes chutes. Une partie et une autre partie nous vient du lac de Sonfonia et une autre partie vient de captage au PK43. Donc c'est la somme de toutes ces sources traitées, transportées au niveau des différents ménages, c'est ce que nous mettons à la disposition de nos consommateurs. C'est-à-dire il y a des forages à Conakry même? Il y a des forages à Conakry. Au niveau du stade du 28 septembre, on a un forage. Au niveau du terrain rouge de Donka, on a un forage. Le nouveau stade de Nongo abrite un forage. Et au pied du mont Kakoudouma, nous avons 12 forages là et ils sont disséminés un peu partout. Et aussi au niveau du marais de Dabondi, nous avons un autre forage. La somme de tous ces débits prélevés de ces différents forages là est injectée sur la ville et c'est ce qui renforce la production actuelle. C'est-à-dire que l'eau est disponible, l'eau est toujours disponible, c'est un acheminement dans les foyers qui... Je le disais au début de notre entretien, l'eau à l'état naturel, elle est tout à fait disponible. À l'état brut, elle est disponible. Mais faut-il aller la chercher, la capter? Toutes ces opérations-là nécessitent quand même des investissements qu'il faut faire. Et ces investissements ont manqué et c'est ce qui fait que nous gérons aujourd'hui cette crise d'eau. Alors, Monsieur le directeur général, en 2010, on a certainement fait un état des lieux, n'est-ce pas? Et quelle est la démarche qui a été finalement adoptée pour l'eau? La démarche qui a été retenue était de deux ordres. D'abord, il fallait qu'on renforce les équipements existants. Parce que le tout n'est pas de créer de nouveaux besoins. Si déjà l'existant se dégradait, ça allait nous mettre dans une situation plus catastrophique. Donc il y a eu un programme d'urgence que nous avons bâti, à travers lequel programme les équipements de production d'eau, aussi bien de Conakry que des villes de l'intérieur, ont été fortement renforcés. Parce qu'il ne fallait pas qu'on perde cet acquis. Ensuite, on a bâti de nouveaux projets pour accroître la production, pour améliorer la production et la distribution dans les différents ménages. Et le programme d'urgence qui a été bâti ainsi a permis quand même à la SEC de renforcer les équipements de production et qui fait que la situation, on ne s'est pas enfoncé au niveau des villes de l'intérieur ou bien au niveau de Conakry. Il y a quand même le minimum qui est donné. Nous assurons un certain programme de délestage à travers le peu de ressources disponibles. Mais les investissements qui ont été planifiés dans le cadre de ce programme d'urgence sont en cours d'être réalisés petit à petit. C'est ainsi qu'au niveau de certaines villes comme Labé, comme Pita, comme Mamou, des nouveaux forages ont été réalisés. La production s'est vraiment fortement améliorée. La distribution aussi. Des villes comme Kankan ont vu quand même leur équipement de production amélioré. Et bien, tout n'est pas fini. Quand vous imaginez les investissements qui ont manqué, il faut quand même des fonds massifs et urgents pour pouvoir éradiquer, si je peux utiliser le terme, pour vraiment sortir de cette crise d'eau. C'est-à-dire que le problème que nous connaissons aujourd'hui est un héritage. C'est tout à fait un héritage. La réalité, elle est là. La crise d'eau n'a pas commencé aujourd'hui. Les premières crises d'eau ont commencé en 2000. Je me rappelle une zone, la zone du radar à Kolom, à Dar es Salaam là-bas, en dépit, malgré que des réseaux existent, malgré que des branchements sociaux ont été réalisés, voilà des zones qui avaient de l'eau avant. Mais depuis 2000, c'est des zones qui n'en ont plus. Ça veut dire que par le passé, ces gens-là avaient eu de l'eau. Parce que cela est attesté par la présence de toutes ces conduites qu'on avait posées par le passé et de tous ces branchements qu'on avait réalisés. C'était nos clients, c'est des gens qui recevaient des factures, ils les payaient tout. On peut même vous sortir leur compte, leur solde. Mais depuis 2000, le fait que les investissements nécessaires n'ont pas suivi... C'est-à-dire que les installations se sont dégradées, qui achemiнаient de l'eau vers... Les installations ne se sont pas dégradées, les installations ont manqué d'eau. Les installations ont manqué d'eau pour acheminer cette eau-là vers... Mais comment ça se fait que l'eau arrive jusque-là et puis tout d'un coup... La situation géographique dans laquelle ces clients-là se trouvent fait qu'ils sont défavorisés par la nature. Ils sont sur des crêtes
Et l'eau, quand elle vient, c'est d'abord les points bas. Et ensuite, elle remonte jusqu'au niveau des points hauts. Donc, il fallait absolument qu'on investisse pour garantir, pérenniser la fourniture d'eau au niveau de ces points hauts. À travers la venue de cette eau-là dans les réservoirs censés correctement alimenter ces endroits-là. Ces réservoirs-là sont là aujourd'hui, mais très malheureusement, ils sont vides. L'eau n'arrive pas. L'eau n'arrive pas comme ça se doit au niveau de ces réservoirs. Je parle du réservoir de Koloma, par exemple, dans le marché de Koloma là-bas. Une fois qu'on réussira à remplir ces réservoirs-là avec la charge requise, il n'y a pas de raison que l'eau n'arrive pas au niveau de ces clients. Qu'est-ce qu'il faut pour remplir ces réservoirs? Il faut qu'on investisse dans la production. Il faut qu'on renforce nos équipements de production. Il faut qu'on renforce le système de distribution. Il faut qu'à travers un projet tel que le 4e projet que nous avons bâti tout récemment, qui est de nouveaux captages d'eau, de nouvelles conduites posées qui vont acheminer tout ce volume important, la traiter et ensuite la refouler dans ces différents réservoirs. Tout en n'oubliant pas que depuis que ces investissements-là ont été faits, la ville n'a cessé de se développer. Donc il faut non seulement combler le gap des anciens consommateurs, mais aussi il faut tenir compte des nouveaux besoins à travers les nouveaux abonnés qui vont s'installer. Parce que tout cela sera assorti par la réalisation de branchements sociaux pour ceux-là qui n'en ont pas. Si on pense à ce qui s'est passé avant 2010, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre la nouvelle politique de l'eau et celle qui existait avant? Aujourd'hui, il faut reconnaître que la difficulté étant là, elle est tout à fait visible. Donc, il y a ce besoin d'y faire face directement. Donc la nouvelle vision, c'est que la population elle est devenue un peu plus exigeante. Avant, par le passé, on n'avait jamais enregistré des mouvements de rue concernant la desserte en eau. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Donc, malgré tous les efforts de sensibilisation que nous faisons à travers vos médias, malgré tous les efforts d'assainissement de notre réseau pour avoir un peu plus d'eau, il faut absolument que les investissements suivent. Quand les investissements vont suivre, je pense que ça nous sortira de ça. Et c'est sur cette voie-là on est. Et dans le cadre justement de ces nouveaux investissements, on a bâti un projet qu'on a dit le 4e projet qui va avoir très bientôt le jour. Et à travers ce projet, la production sera garantie à tous les citoyens jusqu'en l'an 2030. On sortira définitivement de ce cadre d'investissement de rattrapage. C'est-à-dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui dépend des opportunités manquées ces 15 dernières années. Absolument, ça ne dépend que de ça. Si les investissements requis avaient été faits en leur temps, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne gérerait pas l'abondance d'eau au niveau de ce pays. On gérerait l'abondance d'eau. Mais très malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on est obligé de gérer cette crise d'eau. Alors, on est obligé de gérer cette crise d'eau. Quelles sont les actions en cours aujourd'hui pour transcender les difficultés actuelles? Il y a beaucoup d'actions en cours actuellement dans le cadre de la gestion de cette crise d'eau. C'est des actions parfois visibles par les consommateurs, parfois c'est des actions qui ne sont pas visibles mais qui ont leur effet. Je commencerai d'abord par citer les actions les plus importantes. C'est celles par lesquelles nous sommes en train de faire actuellement des bonnes fontaines dans les différents quartiers qui sont en manque cruel d'eau. Et ces forages, ces bonnes fontaines vont être alimentées par des forages que nous sommes en train de réaliser. Et aussi, ces bonnes fontaines pourraient être alimentées par les camions citernes alimentaires que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a bien voulu mettre à notre disposition. Aussi, dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de nos réseaux de distribution que nous sommes en train de faire tous les jours, nous expérimentons une meilleure desserte. Donc ces bonnes fontaines pourraient aussi être alimentées par nos réseaux de distribution. Donc c'est ce qui se fait actuellement et nous gérons la crise. Regardez des zones comme Kabylie, par le passé il n'y a jamais eu la moindre conduite là-bas. Aujourd'hui nous avons une dizaine de bonnes fontaines là-bas qui sont là pour le bonheur de nos consommateurs de cette zone. C'est-à-dire que la nouvelle politique ne veut pas se contenter de colmater les difficultés qui sont là. Elle cherche à résoudre, à trouver une solution définitive au problème qui est posé. Absolument. Non seulement la nouvelle politique cherche
à régler tous les dysfonctionnements d'antan, mais aussi elle fait de la prévision sur l'avenir. Donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Non, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que imaginez qu'on réussisse à finir le projet qu'on a bâti maintenant. Ça veut dire qu'on aura un répit. Jusqu'en l'an 2030, on ne parlera plus de crise d'eau sur la ville. Donc on aura le temps, la lucidité nécessaire de nous occuper des autres indicateurs qu'on a au niveau de notre société. Aujourd'hui, ce qui focalise l'attention de tout le monde, c'est cette crise d'eau. Donc, les travaux de fond sont en train d'être faits pour une solution définitive, pour poser les bases d'une solution définitive au problème. Tout à fait, il y a ces travaux qui se font pour vraiment pérenniser définitivement, parce que il arrivera un moment quand même, on va sortir de ces investissements de rattrapage. Donc c'est ce qui est en train d'être fait, et ça se fait tellement bien, c'est tellement bien planifié que, mais ce n'est pas, l'effort pourrait ne pas être visible de façon manifeste à cause de tout ce qu'on a hérité par le passé. Mais il y a aujourd'hui quand même des gens qui se sentent très bien. Mais en dehors de tout cela, n'oubliez pas que la population ne fait que grandir. Tous les jours, il y a un peu plus de consommateurs. Et presque à Koya aujourd'hui, exactement. C'est du bricolage. Voilà, donc voilà des endroits qui doivent être couverts. Si hier la population de Conakry est aussi entre 1 million, 1 million 500, 2 millions d'habitants, aujourd'hui c'est autour de 3 millions et plus. Et cette population supplémentaire a besoin d'eau pour vivre. Et aussi il y a un autre fait. Et le niveau de vie de la population s'est fortement amélioré. Donc qui dit amélioration d'un niveau de vie dit nouveaux besoins à nous. Les gens ont besoin les gens ont des véhicules aujourd'hui, ils ont besoin de les laver, les gens ont des jardins, ils ont besoin de les arroser, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les nouveaux besoins ont fortement augmenté. Je ne parle même pas des besoins industriels à travers l'implantation de plusieurs usines qu'on a ici. Les usines qui consomment fortement de l'eau et qui ont besoin aussi de l'eau, même titre que les simples citoyens. Alors quels sont ces grands projets? Ces grands projets, il y a par exemple, je viens de finir une réunion avec une société espagnole qui se propose de régler une partie de ce déficit à travers l'amélioration du fonctionnement des équipements du PK43, le captage de Kiteba. Nous allons investir là des montants importants pour tirer des débits autour de 15 000 m3. Ensuite, il y a le projet d'amélioration de la production sur le lac de Symphonia. Ensuite, il y a la réalisation de nouveaux forages sur les sites de forage détenus tels que Takimbo, tels que Kobaya. Kobaya d'ailleurs, on vient d'achever un forage sur les 3 que nous allons réaliser. Aussi, il y a le 4e projet eau. Le 4e projet eau, c'est le projet phare, c'est le projet ultra prioritaire de la Société des eaux de Guinée, sur lequel vraiment nous fondons toutes sortes d'espoir pour nous sortir et juguler définitivement ça. Au niveau des villes de l'intérieur, nous avons des projets en cours de réalisation. C'est le cas par exemple du projet d'adduction de la ville, des villes de Boki et de Télémélé, qui ont un taux de réalisation autour de 80%. Bientôt ces projets-là vont finir. Mais dans le secteur, on a encore très malheureusement aujourd'hui 8 villes qui n'ont jamais bénéficié d'un système d'adduction d'eau potable au niveau des milieux urbains. On a 8 villes. Grâce à la bonne politique de gouvernance du chef de l'État, on a réussi à mobiliser les fonds pour le financement d'un trait pour 5 villes. 5 villes sur les 8. Il s'agit des villes de Lola, de Yomon, de Tougué, de Leluma et de Gawal. Donc ces 5 villes-là vont avoir leur système d'adduction d'eau totalement fait. Et puis pour le bien de tous les consommateurs qui sont dans ces zones et qui n'avaient jamais eu, comme je l'ai dit, qui n'avaient jamais eu par le passé un système d'adduction d'eau. Il restera 3 villes, à savoir la ville de Beila, la ville de Koubia et la ville de Fria. Donc imaginez, Fria, oui, la ville de Fria, oui. La ville de Fria, le système d'adduction d'eau qui est là-bas, c'était uniquement dédié au travailleurs de la compagnie, mais sinon, un investissement comme tel pour couvrir tous les besoins de la ville en tenant compte du programme national d'alimentation à l'eau de la ville, à l'image des autres villes, il n'y a pas eu un programme comme ça pour la ville de Fria. C'est ce qui fait que quand Roussal s'est retiré tout récemment, on n'est pas sans savoir ce que ça a fait comme manifestation au niveau de la ville de Fria. Il a fallu même qu'on vienne en appoint par la réalisation de 3 forages pour vraiment atténuer les douleurs de nos consommateurs de cette ville. Donc il ne restera que les 3 villes là, et pour lesquelles d'ailleurs on a commencé une étude pour apprêter
et qu'on pourrait soumettre à travers des fiches de projet aux investisseurs lorsque nous allons organiser la table ronde ici des bailleurs de fonds. Comme quoi la nouvelle politique ne regarde pas que Conakry, mais toute la Guinée. Non, pas du tout, pas du tout. La nouvelle politique, c'est-à-dire on est en train de régler beaucoup de problèmes à la fois et partout. Tous les efforts ne sont pas concentrés que sur Conakry. Et je dirais par exemple, concernant la ville de Sigiri, on a signé tout récemment un mémorandum d'entente avec une société marocaine, la société Corsin Aquatra. À travers ce projet, la ville de Sigiri verra sa prise d'eau totalement changée. Au lieu d'alimenter la ville par les forages qui ont été réalisés par la SEG, par le CICR, cette ville-là verra ses installations alimentées directement à partir du Tenkissou. Il y aura beaucoup plus d'eau, il y aura de nouveaux réseaux qui vont être faits, parce que les réseaux existants aujourd'hui à Sigiri ne couvrent que les centres-villes, alors que la ville s'est développée sur les périphéries. Donc toutes ces zones périphériques-là verront des conduites posées, des branchements sociaux vont être réalisés, et comme ça, ça pourra quand même vraiment régler définitivement le problème d'eau au niveau de la ville de Sigiri. Parce qu'il y a quand même des choses majeures qui ont été faites. En 2010, lorsqu'on arrivait aux commandes, une ville comme Labé n'avait pas la quantité d'eau qu'elle a actuellement. Aujourd'hui, Labé est l'une des villes les mieux desservies de la ville, du pays, à cause de tous les équipements que le professeur Alpha Condé a eu à mettre à notre disposition et qui ont renforcé le système d'alimentation à partir de Touri. Aujourd'hui, les gens ont de l'eau en abondance là-bas, et pareillement aux autres villes de Mamou, de Pita et de Kankan, pour lesquels vraiment il y a eu quand même des efforts extrêmement importants qui ont été réalisés. Donc c'est un développement global qu'on est en train de faire, c'est une stratégie globale qui tient compte des besoins et des urgences au niveau de tout le pays. C'est-à-dire que l'État fait ce qu'il peut ce qu'il faut pour assouvir les attentes des citoyens. Mais est-ce qu'en retour, les citoyens assument ses responsabilités? Les citoyens n'assument pas toujours leurs responsabilités. Imaginez, malgré toutes les difficultés que nous avons pour la maintenance, pour l'exploitation de nos équipements, il y a des citoyens de très mauvaise foi qui n'hésitent pas à vandaliser nos équipements. Combien de fois on a médiatisé des gens qu'on attrape dans les différents sites de production en train de couper les câbles de commande, en train de saboter les conduites. Donc ce n'est pas sans conséquence parfois. On a toutes les difficultés du monde à exploiter déjà l'existant. Et aujourd'hui, on a un projet financé par la Banque islamique qui risquerait d'avoir des difficultés pour son démarrage. Pourquoi? Parce que les conduites qui doivent être réhabilitées ont sur elles des bâtiments que des gens sont venus construire. Le chef de l'État l'a rappelé la dernière fois, on a plein de nos conduites, des conduites maîtresses sur lesquelles des gens sont venus ériger parfois des bâtiments à étages. Et le tracé de ces conduites-là, l'étude a été faite pour que ce soit le même tracé qu'on adopte. Mais très malheureusement, les bâtiments à étage étant là, les constructions étant là, il faut déjà qu'on ait des déguerpisses avant de pouvoir faire le moindre investissement. Donc, malgré la disponibilité de la ressource financière à travers le PEP qui a financé ce projet, conjointement avec la Banque islamique de développement, ce projet pourrait avoir du retard si le volet déguerpissement n'était pas assuré. Pourtant, ces compatriotes, ces citoyens savaient qu'il y avait des conduites qui étaient là, ils sont venus malgré tout ça, et ils ont tous les titres fonciers, ils ont des documents, mais ils sont venus bâtir leur investissement sur nos conduites. Et très malheureusement, quand ces conduites-là, chaque fois qu'ils éclatent, ça fait non seulement des dommages pour eux et pour nous, mais aussi on ne peut même pas les remplacer dans un cadre. Même des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine comme on a connu par le passé, et très malheureusement, c'est des situations déplorables que les gens acceptent quand même de nous faciliter les conditions de travail. Donc c'est tous ces problèmes-là menés que parfois la population ne comprend pas, mais que dont nous avons la charge de la gestion et qui fait que parfois certains descendent dans la rue parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tous les investissements qui sont faits dans ce sens. Ils ne comprennent vraiment pas parfois les investissements qui ont été faits. Oui, mais puisque ces personnes qui habitent sur ces tracés de tuyaux étaient informées avant de construire leur maison, l'État doit assumer ses responsabilités. L'État doit le faire. Ces constructions, on a quand même procédé à leur inventaire et on est en harmonie avec le ministère de la Construction pour trouver les meilleures dispositions
à prendre par rapport à ces consommateurs. Dans tous les cas, ce que je peux garantir aux autorités et à la population, c'est que nous, au niveau de la SEC, nous prendrons toutes les dispositions pour ne pas que ces projets-là prennent du retard à cause de ces cas. Par la raréfaction des ressources financières aujourd'hui. Imaginez qu'un projet ne démarre pas parce qu'on a un cas comme ça. Nous allons prendre toutes nos responsabilités, mais ces projets-là vont aboutir. Alors, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a changé à la SEC depuis que vous êtes là? Aujourd'hui, on est tout à fait au point sur le plan renforcement des capacités des collaborateurs et on a très peu de choses à envier aux meilleures sociétés d'Afrique dans lesquelles les meilleures pratiques sont appliquées. Sur le plan commercial, lorsqu'on est arrivé aux commandes, on n'avait que 2 directions régionales. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 4. Une direction régionale par région naturelle, Kindia, Labé, Kankan et Zéro-Corée. Toute la chaîne de facturation se faisait avant ici. Les factures étaient faites, on les embarquait dans les taxis pour les envoyer. Aujourd'hui, on a réussi à le faire in situ, à Kindia, à Labé, à Kankan, à Zéro-Corée. Il y a eu un problème au niveau de la fourniture d'électricité pour que cela se fasse rapidement, mais à travers des équipements solaires, on a mis des panneaux solaires partout, des équipements informatiques. Aujourd'hui, toute la chaîne de facturation de toutes les villes de l'intérieur ne se fait plus à Conakry, ça se fait dans ces villes. Ça c'est un. Ensuite, nous avons amélioré la facturation, nous avons amélioré le taux de recouvrement à travers de nouvelles méthodes de facturation et de recouvrement. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelque temps, depuis quelque temps, nous avons commencé à appliquer le multisite qui permet au client de faire encaisser sa facture sur n'importe quel point. Un client de Kuntia qui travaille à Conakry ici peut venir à Kaloum ici, faire encaisser sa facture. Et pour vraiment qui nous a permis d'avoir un meilleur cash flow. Aussi, sur le plan de la facturation, les meilleures aptitudes de gestion ont été données aux collaborateurs et qui fait que chacun à son niveau, à son poste de travail, fait le maximum pour améliorer les principaux indicateurs de la société, à savoir le ratio de facturation, le taux de recouvrement et la lutte contre le taux de fraude. Aussi, on a réussi dans le cadre de notre partenariat avec l'Association africaine de l'eau à bâtir des projets qui sont extrêmement rentables aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis que la structure chargée de la qualité de l'eau de la SEG est fortement appuyée par la fondation Bill et Melinda Gates, et à travers laquelle fondation on a reçu des équipements extrêmement importants dans ces différentes directions régionales, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée là-bas, et qui font que la qualité de l'eau est très bien appréciée. Il n'y a pas que ça, on a aussi réussi à bâtir un projet à travers l'Association africaine de l'eau qui s'appelle le projet eau non facturée, par lequel projet l'AE à travers l'USAID mettra des fonds à la disposition de la SEG pour qu'on procède à un meilleur assainissement de notre réseau de distribution. Donc tous ces projets d'investissement que j'ai dit ont été réalisés pendant les 3 dernières années là, depuis qu'on est là aux commandes de cette société. Je ne parle même pas des autres équipements, des autres sites de production qui ont été créés. Aujourd'hui, on a eu la chance d'achever le projet des 12 forages au pied du Mont Kakoulima. Lors de la visite que nous a rendue ici le chef de l'État, il avait donné un délai que les populations de Simantiri, Kitaya, Kavili, Bailobaya, ainsi de suite, allaient avoir de l'eau. C'était ces choses faites. Dans les 2 semaines qui ont suivi, on a créé une agence commerciale au niveau de la cimenterie et aujourd'hui, nous donnons de l'eau à ces paisibles populations de ces zones que j'ai citées. Donc, ça veut dire que le programme qui a été fait, vraiment, ces 3 dernières années, est un programme extrêmement ambitieux qui nous a permis vraiment de régler beaucoup de choses en très peu de temps. Sur le plan de la paix sociale, sur le plan de la gestion des ressources humaines, et sur le plan, on a quand même amélioré l'emploi jeune. Et sur les 3 dernières années, ce n'est pas moins de 150 jeunes gens qui ont été recrutés à des postes différents, et depuis la facturation jusqu'au niveau de la gestion des projets, et qui sont là, qui renforcent les capacités de la société. Donc beaucoup de choses ont été faites, et je m'en félicite très sincèrement, mais les actions sont en cours. Mais c'est des efforts qui risquent d'être dilués tant que nous continuons à gérer la crise d'eau. Parce que c'est ce que le client, c'est ce qui compte chez l'abonné, qu'il ouvre son
robinet qui trouvent l'eau, quel que soit le niveau de notre performance, aussi longtemps on ne finira pas de combler ce déficit de production. Les efforts risquent de ne pas être vus à leur valeur. Et demain, l'espoir est permis. Demain, l'espoir est permis. Très vite. Très vite. C'est vrai, on est extrêmement confiant, on est là, on est soucieux c'est une gêne. Nous sommes la seule société au niveau du pays qui a la charge de donner de l'eau potable dans les milieux urbains. Nous sommes la seule. Donc le client ne connaît que nous. À nous de réfléchir, à nous, il nous appartient de trouver les meilleurs schémas, les meilleurs systèmes d'inversion de cette tendance de crise d'eau. Mais l'État a mis tous les moyens à votre disposition. L'État a mis les moyens à notre disposition et l'État continue encore d'en mettre. L'État continue encore d'en mettre. Donc tous ces moyens-là, lorsqu'ils vont finir, donc lorsque ces projets-là vont être achevés, vraiment ça sera un plus au niveau de nos indicateurs, mais aussi au niveau ça sera sentir sur le robinet du consommateur domicile. Et vous poursuivez vos démarches pour amener le consommateur aussi à faire face à ses responsabilités. Le consommateur doit absolument faire face à sa responsabilité à travers le paiement de ses factures. Parce que ces montants... Des factures bien établies. Pas du forfait, mais des factures bien établies. Ces factures bien établies, bon, les citoyens avaient quand même une certaine logique. Le faible tarif qu'on a, fait qu'un client ne se donnait pas parfois la peine d'emprunter un taxi où il va payer 5 000 francs pour aller payer une facture qui coûte à peu près le même montant. Et ça, c'est dû à l'effet tarif. Mais depuis quand même l'implantation et le fonctionnement du système multisite, les encaissements à proximité se font et cela a fortement amélioré notre taux de recouvrement. Mais aussi au niveau des autres gros consommateurs tels que les industries, tels que le commerce et aussi l'administration. On a un très bon taux de recouvrement. Mais les efforts ils sont quand même continus. Et on ne peut pas avoir des indicateurs à 100%, mais c'est les efforts permanents de tous les jours qui pourront nous conduire à ces situations heureuses. Il y a aussi l'établissement des factures. Quand le citoyen a le sentiment d'avoir bien économisé ce mois, il paye disons 200 000 francs et puis le mois qui suit, il paye 300 000 francs avec la même consommation. Il se pose souvent des questions aussi dans la cité. Bon, je n'absous pas la SEG par rapport à son système, la fiabilité de son système de facturation. Le système de facturation qu'on a mis en place ici tient compte du volume réellement consommé par le client. Et généralement, avec le manque d'investissement que je disais, tous les clients n'ont pas des compteurs au niveau de leur branchement. Donc, et qui nous met dans l'obligation parfois de faire de la facturation forfaitaire. Mais même cette facturation forfaitaire répond à une certaine logique. Et on ne vient pas simplement comme ça dire bon, c'est monsieur Sidibi, on va vous donner tel volume. On tient compte généralement de l'historique de sa consommation au moment où il avait un compteur, et c'est cette moyenne pondérée qui est appliquée au titre des consommations forfaitaires. Sans compter les autres clients qui ont des compteurs. Et vous savez, la gestion de l'eau, il faut quand même une forte sensibilisation pour que le client sache que chaque fois qu'il n'a pas consommé de l'eau, cette eau est orientée à un autre client. Et toute économie faite permet au client non seulement d'avoir une facture vraiment abordable, mais aussi il facilite la chose à la SEG, surtout par ces temps de crise d'eau. Donc la crise d'eau, une autre forme de gestion de crise d'eau, c'est de dire aux clients d'optimiser leur consommation. Ça leur permet non seulement de ne pas payer des factures élevées, mais aussi ça facilite une certaine économie d'eau qui pourrait être d'eau qui pourrait être réorientée vers d'autres consommateurs qui n'en ont pas. Vous avez parlé tantôt de l'extension anarchique de la ville de Conakry ou des grandes villes du pays. Est-ce que vous avez des relations avec le ministère des Villes? Est-ce que vous êtes consulté dans l'établissement de politique d'urbanisation? Effectivement, nous sommes en parfaite collaboration avec ces départements. Et chaque fois que nous voulons élaborer un projet, nous nous rapprochons aussi bien du ministère de la Construction, mais aussi du ministère des Travaux publics pour la voirie et pour les plans parcellaires. Donc nous sommes en parfaite harmonie avec eux. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau des anciens équipements qui ont été faits. Les premiers investissements qui ont été... Quand on les faisait, la ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tantôt c'est de ça que je parlais, les gens viennent et construisent carrément sur les conduites. Parfois c'est par méconnaissance, parce que nos conduites, elles sont sous sol. Donc tu ne peux pas parfois t'en rendre compte, mais il suffit juste de se rapprocher de la SEG
Nous, au niveau de tous les endroits, nous savons exactement quel est le type d'équipement qui est présent. Et on peut peut-être conseiller de construire ou de ne pas construire. Parce qu'une fois que la conduite est là, nous, on ne peut pas la dévier. Donc vous amenez, si le citoyen accepte de vous consulter, il sera le plan d'installation de ces conduites. Tout à fait. Nous avons notre cartographie informatisée ici. Mais certainement les fondations aussi de ces maisons ne sont pas aussi profondes que ça. Ne sont pas aussi profondes, c'est vrai. Donc tout ça, ça nous complique l'exploitation de nos réseaux existants. Donc tantôt j'ai parlé de vétusté, j'ai parlé de réhabilitation des équipements. C'est tout cet ensemble qui a besoin d'être revu pour une meilleure exploitation. Alors vous l'avez dit, actuellement nous sommes héritiers d'une situation que le pays a connue ces 15 dernières années, sans investissement majeur, sans investissement conséquent. Aujourd'hui, vous vous adressez à la population qui est impatiente, on comprend qu'elle soit impatiente, mais qu'elle comprenne que des efforts sont faits pour que nous transcendions rapidement cette situation. Effectivement, c'est dans ce cadre que nous avons entrepris dans les 5 communes de la capitale une mission de sensibilisation de la clientèle, de nos consommateurs, en leur expliquant les difficultés que nous avons. En plus des difficultés liées au manque d'investissement depuis plus de 13 ans, 14 ans, 15 ans, et nous n'avons pas hésité à leur expliquer les difficultés liées aux constructions anarchiques, liées au vandalisme de nos installations par certains citoyens. Nous avons quand même dit à nos consommateurs les difficultés, et parfois certains consommateurs les ont vécues effectivement, et aussi nous les avons fait attendre par rapport à l'aboutissement de tout ce programme d'investissement qui est en cours de réalisation ou bien dont la réalisation va démarrer incessamment dans le 4e projet haut. Mais aussi nous leur avons proposé d'autres palliatifs de solutions, à savoir les différentes bonnes fontaines. On s'est engagé à les faire dans les quartiers, nous les faisons, et vraiment ça rassure la clientèle, et parce que ça c'est des actions physiques, c'est des actions vérifiables sur le terrain que les clients nous voient en train de faire tous les jours, et effectivement ils viennent, ils s'approvisionnent au niveau de ces endroits, et vraiment ça... Et qui paye pour ces bonnes fontaines? Au niveau de chaque bonne fontaine, nous avons donné la formation à des fontainiers. Généralement c'est parmi la jeunesse du quartier qu'on prend ce fontainier pour d'abord créer l'emploi, et aussi pour nous permettre de veiller à la sécurité de ces installations et de ces équipements. Donc nous donnons la formation requise, nous l'autorisons à vendre le bidon de l'eau à 200 francs, et dans ça il a son petit bénéfice et ça lui permet de vivre aussi. Donc la gestion est assurée par ce fontainier qui en a déjà reçu toute la formation requise, et le soir, après les encaissements, l'agence dans laquelle cette bonne fontaine est implantée, il va faire le versement au niveau de cette agence moyennant la production d'un reçu informatique. Vous êtes à la tête de la SEG, vous êtes l'homme du changement. Quel message à la population guinéenne? Le message que j'ai à la population guinéenne est le suivant. C'est indéniable qu'aujourd'hui nous gérons une crise d'eau. C'est établi, c'est réel. Cette crise d'eau ne vient pas de façon subite. Elle est arrivée parce que ce qui devait être fait par le passé pour nous préserver de cette crise d'eau, aujourd'hui, ces actions n'ont pas été réalisées. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir des actions concrètes, aussi bien à Conakry que dans les villes de l'intérieur. Je demande à la population guinéenne d'avoir beaucoup plus de retenue. Si les actions majeures qui devaient être réalisées dans ce pays-là l'avaient été, comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui on gérera l'abondance d'eau. Très malheureusement, nous gérons la crise d'eau. Donc, que la population accepte de nous laisser travailler dans la quiétude pour nous permettre non seulement de parfaire notre système d'exploitation, mais aussi de réfléchir sur les voies et moyens par lesquels régler cette crise d'eau en attendant l'achèvement des investissements majeurs tels que le 4e projet eau dont j'ai parlé plus tôt, et pour lequel projet le chef de l'État a donné les instructions qu'il faut pour vraiment son achèvement de Conakry jusqu'à Kabylie. Il n'y aura plus de problème chez les abonnés.
Et cela va nécessiter quand même l'implantation de nouveaux réseaux, de nouveaux réservoirs, de nouveaux branchements sociaux vont être réalisés et ça sera pour le bonheur de nos consommateurs. Ça, c'est le premier message que j'ai à passer. Le second message que j'ai à passer, dès le moment qu'il est établi que nous gérons une forte crise d'eau, je demande à nos consommateurs en priorité de baisser fortement leurs normes de consommation. La norme de consommation, c'est la quantité d'eau par jour et par personne qu'un être peut utiliser. La baisse d'une telle norme de consommation favorise une certaine économie d'eau. Cette économie d'eau nous permettra d'avoir un peu plus d'eau dans nos équipements qu'on pourra réorienter dans les zones qui sont en manque total d'eau et parfois qui ne reçoivent même pas de l'eau 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc, je demande à la population d'optimiser sa consommation au niveau de son robinet. L'un des avantages, c'est qu'une fois que cette optimisation est bien réussie, le client aura en face de lui une facture raisonnablement correcte qui pourra payer sans problème tout en facilitant l'apport d'un volume d'eau supplémentaire au niveau des autres consommateurs qui n'en ont pas. Aussi, le troisième message, c'est que nous souhaitons quand même travailler dans la quiétude avec tous les agissements qu'on a connus dans certains quartiers de la ville, et que la population nous comprenne, que la population comprenne les efforts qui sont en train d'être réalisés, que la population sache d'où nous venons et qu'est-ce qui a été fait jusque maintenant. C'est à mon corps défendant en tant que premier responsable du secteur qu'on ne puisse pas garantir de l'eau 24 heures sur 24 à la pression requise à nos consommateurs. Mais ça sera très bientôt, ça sera un lointain souvenir lorsque tous les investissements enclenchés là seront achevés. Le gouvernement donc a bien décidé à résoudre définitivement la crise d'eau qu'on connaît et puis à réaliser surtout les grands projets pour que la crise d'eau soit un vieux souvenir en Guinée. Nous sommes sur cette lancée. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Madame, messieurs, nous étions donc avec monsieur Mamadou Djulde Diallo, directeur général de la Société des eaux de Guinée. Merci de votre attention. Bonsoir. À bientôt.